Parlons des risques professionnels. De quoi s'agit-il d'abord? Eh bien, il faut savoir que toute activité humaine subordonnée expose les salariés qui s'y soumettent à des risques professionnels pour leur santé et leur sécurité. Il faut savoir d'ailleurs que de manière obligatoire, les employeurs sont assurés auprès de l'assurance maladie contre ces risques et les conséquences qui, hélas, parfois en découlent. Il existe un texte général dans le Code du travail qui donne obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé à la fois physique mais également mentale des travailleurs. Ces mesures, vous l'imaginez, sont bien évidemment spécifiques à chaque activité subordonnée et comprennent un certain nombre d'actions, parmi lesquelles on va retrouver tout d'abord des actions de prévention des risques professionnels. Pour prévenir un risque professionnel, il faut bien sûr l'avoir préalablement identifié, analysé et également évalué. Et il existe dans notre droit une obligation faite aux employeurs, après avoir identifié ces risques et les avoir évalués, de retranscrire dans ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques, ces risques professionnels et la manière de les combattre. Bien évidemment, le DUR, document unique d'évaluation des risques, doit être réactualisé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise, de l'évolution de la technologie. Ensuite, il y a des actions d'information sur les dangers encourus par les salariés et de formation au bénéfice des salariés pour échapper justement au risque qui a été préalablement identifié et évalué. Ensuite, on a également une obligation qui est faite à l'employeur de mettre en place une organisation du travail et des moyens adaptés, outils, équipements de protection individuelle et collective, donc tout un ensemble de normes qui vont soit éviter l'existence d'un risque, soit, s'il ne peut être évité, des moyens efficaces de le combattre. Ces mesures qui ont été identifiées et mises sur le papier, eh bien, ensuite, elles sont mises en œuvre sur le fondement d'un certain nombre de principes généraux que l'on retrouve à l'article L 4121-2 du Code du travail. Ces principes généraux sont en quelque sorte la ligne conductrice de l'attitude que l'employeur doit avoir dans la prévention justement de ces risques. Alors, quels sont ces principes généraux? Le premier, évidemment, c'est celui d'éviter les risques. Tous les risques qui peuvent être évités sont éliminés. Ensuite, c'est l'évaluation, on l'a vu il y a un instant, des risques qui ne peuvent être évités. C'est ensuite, comme principe général, celui de combattre le risque à la source, bien évidemment avant qu'il ne se réalise. C'est adapter le travail à l'homme et non pas adapter l'homme au travail, donc concevoir des postes, choisir des équipements, mettre en œuvre des méthodes de travail qui vont éviter au maximum la réalisation du risque professionnel qui a été identifié. C'est évidemment tenir compte de l'évolution de la technique, c'est remplacer ce qui est dangereux, un outil dangereux, par un outil qui ne l'est pas ou qui l'est moins. C'est également planifier la prévention des risques et y revenir de manière régulière. C'est aussi et surtout prendre des mesures de précaution collectives et individuelles en fournissant aux travailleurs des équipements collectifs et individuels permettant justement de les protéger. C'est enfin, puisque l'on est dans le cadre d'un travail subordonné,
donner des instructions appropriées aux travailleurs pour éviter qu'ils ne soient mis en danger. Il existe dans notre droit français un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés soit par le travailleur lui-même, soit par les représentants du personnel pour alerter l'employeur sur une situation de danger grave et imminent, c'est l'expression consacrée, obligeant l'employeur à y répondre, première chose, mais permettant également au salarié qui a lui-même, lorsqu'il est sur son poste de travail, identifié une situation qui est susceptible de mettre en danger sa sécurité ou sa santé, de se retirer de cette situation en face de laquelle il est évidemment extrêmement vulnérable. Ces procédures sont le droit d'alerte, qui peut être mis en œuvre donc par les représentants du personnel, notamment un membre élu du comité social et économique. Pour le travailleur lui-même, c'est l'exercice de ce que l'on appelle le droit de retrait, c'est-à-dire de se retirer d'une situation qui représente un danger pour le travailleur et de ne pas y revenir, c'est-à-dire de ne pas revenir au travail tant que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à faire cesser le risque identifié et actuel qui a été constaté par le travailleur. S'agissant de la procédure d'alerte quant à elle, elle donne lieu évidemment à la consignation dans un registre spécifique du danger qui a été constaté. Les personnes qui sont confrontées à ce risque doivent être elles-mêmes identifiées. Les postes de travail susceptibles de faire courir un risque aux travailleurs également identifiés. Et la procédure prévoit alors que l'employeur doit répondre à ce droit d'alerte. En quelque sorte, il doit rassurer les représentants du personnel qui ont identifié le risque de ce qu'il va prendre ou de ce qu'il prend immédiatement, les mesures appropriées pour faire cesser la situation de danger. En cas de divergence d'opinion entre les représentants du personnel et la direction de l'entreprise, c'est en définitive l'arbitrage de l'inspection du travail, de l'inspecteur du travail territorialement compétent, auquel il est recouru pour déterminer si oui ou non on est bien en face d'une situation de danger grave et imminent, si sous son contrôle les mesures qui ont été prises ou qui devraient être prises par l'employeur sont adéquates, c'est-à-dire propres à faire cesser ce risque.